a vécu, jusqu'à le week-end. Bien, s'il vous plaît, merci, on reprend. J'ai quelques petites annonces à faire. Donc j'ai besoin de votre attention. Merci. Tout d'abord, je vous dois des excuses, notamment pour ceux et celles à qui on avait oublié de dire que l'atelier pour lequel ils étaient inscrits avait été supprimé. Il y a eu 3 suppressions d'ateliers. L'atelier de Pascal Hide, qui est pris à un autre colloque en même temps et qui n'a pas encore la capacité d'être à 2 endroits en même temps. Donc il nous a prévenu la semaine dernière, ou il y a 15 jours, qu'il n'était pas là cet après-midi. Il y a eu l'atelier d'Assomption Valdemara qui a été aussi annulé, et l'atelier de Bénédicte de Navacelle qui nous a mis un message ce matin aussi pour nous dire que ce n'était pas possible pour elle d'être là pour ces 3 jours. Donc voilà, c'est vrai que tout à l'heure, pris dans le feu du lancement et par ce qu'il y avait à gérer, j'ai complètement omis et oublié de prévenir les personnes concernées qu'il y avait des changements. Je vous présente mes excuses. Autre petite chose, pour ceux qui sont dans des hébergements collectifs ce soir et qui n'ont pas de voiture, alors écoutez bien, parce que sauf si vous avez envie d'y aller à pied, ce qui est possible, parce qu'après une journée comme ça où on a bien, ça peut être agréable de marcher, mais c'est un peu loin quand même. Alors ceux qui n'ont pas encore de voiture, rendez-vous sous le préau qui est prévu pour qu'aient lieu les rencontres pour le covoiturage au moment du dîner. Est-ce qu'il y en a encore qui n'ont pas de voiture? Donc, est-ce que vous avez bien entendu le lieu du rendez-vous? Autre chose, je vous ai dit que toute l'organisation ici reposait sur le fait que les uns et les autres, nous nous sentions responsables de ces 3 jours et que les uns et les autres, nous étions d'accord pour que, s'investissant chacun un petit peu, les 3 jours se déroulent bien. Alors il y a pour le moment des manques dans les services. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour vers les tableaux qui sont proposés. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Et plus il y a des gens qui se proposeront, moins ce sera lourd pour ceux qui ont déjà accepté. Il manque notamment des gens pour la restauration. On a besoin de personnes, et aussi pour les toilettes. Et enfin, parce que peut-être que ça n'avait pas été suffisamment clair, et ça s'adresse plutôt à des gens de Saint-Étienne qui passent comme ça pour venir écouter l'une ou l'autre conférence, même si on vient pour une conférence, pour une journée ou une demi-journée, l'appel à chacun est fait à être solidaire au niveau financier et à penser, à proposer de participer financièrement pour que le coût reste le plus bas pour tout le monde. Voilà, donc à l'accueil, généralement, il y a toujours quelqu'un pour récolter ce que vous voudrez bien donner pour votre participation, qu'elle soit d'une seule conférence, d'une table ronde, d'une demi-journée ou d'une journée. Voilà, j'en reste là. Il y a encore des choses sur la liste, mais ce sera pour demain. Merci Jean-Luc. Un petit mot avant qu'on parte là. Je voudrais un tout petit break entre ce que vous avez vécu avant et ce qu'on va vivre. Donc je vais vous inviter à respirer un grand coup, fermer les yeux ceux qui veulent, voilà, et à essayer de nous recentrer dans moi, ici et maintenant, là.
Voilà, on va donc ouvrir une table ronde avec 4 psychiatres, une psycho... Tu nous expliqueras ça. Le but, c'est de voir en quoi cet outil est-il utile dans vos activités pro. Voilà, avant qu'on aborde ces questions-là, je voudrais un bref tour de présentation de chacun. Quelques mots autour du métier que vous exercez, ce qui vous plaît le plus dans cette activité, et ce qui a bien pu faire que vous ayez fait le choix de cette activité. Dominique, je travaille depuis 20 ans comme psychopraticienne. J'ai été formée aux thérapies brèves et je me suis beaucoup intéressée à la dimension de l'unité de l'homme, c'est-à-dire comment à la fois entendre la dimension spirituelle quand elle se dit, tout en continuant de faire ce pourquoi je suis formée, ce que j'ai à faire, à savoir accompagner psychologiquement les personnes. Donc c'est une dimension qui m'intéresse, cette dimension de l'unité de la personne. Voilà, donc depuis 20 ans j'accompagne des personnes, des adultes, surtout des adolescents, et une bonne partie de ma clientèle sont des religieux, des religieuses, voilà, des gens qui sont fortement engagés sur le plan spirituel. J'anime aussi des formations dans des communautés religieuses, aussi dans le... Voilà, pour des particuliers ou dans le secteur professionnel, dans le cadre professionnel, et je fais de l'analyse de pratique. Voilà, ce que j'aime dans l'analyse de pratique, c'est cette idée de l'intelligence collective. C'est que les personnes, ensemble, elles ont les ressources pour faire face aux difficultés qu'elles rencontrent. Et c'est cette notion aussi qu'elles peuvent, je fais ça surtout pour des aides à domicile et pour du personnel dans EHPAD. Voilà, c'est comment elles peuvent se soutenir, voilà, en partageant leurs expériences et en continuant de s'interroger et en trouvant un espace où elles peuvent se poser pour apprendre à observer ce qui se passe en elles dans leur travail et évoluer avec tout ça. Voilà pour l'activité. Non, je suis très heureux. Merci beaucoup, Dominique. Voilà, Guy Cordier, je suis médecin pédopsychiatre. J'ai d'abord une formation de psychiatrie générale, et puis en 1980, je me suis spécialisé en pédopsychiatrie en tant que médecin hospitalier. Donc j'ai créé et dirigé un secteur de pédopsychiatrie jusqu'à l'âge de ma retraite, il y a 4 ans de ça, donc 65 ans. Donc l'essentiel de mon activité, effectivement, a été, en tant que pédopsychiatre, de recevoir des enfants, des adolescents et leurs parents dans le cadre des CMP, des centres médico-psychologiques. Et où on voit, effectivement, j'ai vu, je dirais, de 1980 à 2010, j'ai vu une augmentation considérable de la demande de la part des parents pour leurs enfants. J'ai beaucoup aimé mon travail, je l'aime encore beaucoup. Je continue à travailler à temps très partiel maintenant dans un IME, l'Institut médico-éducatif. Et par ailleurs, je dirais, ces 15 dernières années, j'ai été particulièrement sensibilisé aux problèmes des enfants en deuil. Des enfants ayant perdu un parent, un frère, une sœur, ou voire un grand-parent. Et car la prise en charge des enfants en deuil est, je dirais, très mal faite pour le moment et très peu prise en compte en quelque sorte. Beaucoup d'enfants en deuil sont abandonnés à eux-mêmes. Et donc je me suis investi beaucoup dans une sensibilisation des professionnels et du tout public sur comment accompagner, aider aujourd'hui un enfant en deuil. Voilà. Ouais, plus long. Merci. Isabelle, je suis médecin, psychothérapeute, je suis spécialisée en victimologie. C'est-à-dire je suis spécialisée sur le plan médical, psychologique et aussi juridique, sur les
problèmes des victimes. Je préside une... Je parle pas assez fort? Ça va? Je vais mettre du près. Je préside une association d'aide aux victimes qui est aujourd'hui spécialisée dans les drames intrafamiliaux et dans les dérives sectaires au sein des communautés religieuses. Je suis aussi intervenante en milieu scolaire et étudiant autour de ce qui touche les conduites à risque, mais également autour de la formation humaine et spirituelle. Alors, Eric nous avait un petit peu dit à l'avance ce qu'il nous poserait comme question, un tout petit peu, et il nous disait pourquoi est-ce que vous avez choisi ce que vous faites. Moi, je dis je ne l'ai pas choisi, ou en tout cas, j'ai été amenée à le choisir peu à peu. Mais ce n'était pas mon choix initial au départ. Je voulais être mère de 10 enfants et pédiatre. Après, avec mon mari, nous avions décidé de partir en terre lointaine et je me suis spécialisée pour ce faire en pathologie du voyage et en médecine tropicale. Donc vous voyez, au départ, c'était un petit peu loin. Et puis finalement, les aléas d'existence et puis la maladie ont transformé les voyages au loin en voyages intérieurs. Et c'est dont je suis contente aujourd'hui. Voilà, ce qui me plaît dans ce que je fais aujourd'hui, c'est cette rencontre avec les personnes au plus profond d'elles-mêmes. Et étant donné mon type à l'énéagramme, je prends un tout petit peu l'énéagramme avant qu'on vous demande, eh bien, ce travail d'explorateur au plus profond de l'être, cette rencontre avec les personnes qui nous font ce cadeau magnifique, à nous en tant que thérapeutes, de livrer ce qui les habite. Et ma joie, c'est de lorsque la petite flamme de vie reprend chez les personnes les plus éprouvées. Marc-Yves Foucret, je suis psychiatre en libéral. Alors, quand je me présente, je dis c'est facile de se rappeler je m'appelle Foucret et je suis psychiatre, ça commence par fou, donc voilà, c'est un petit moyen mémotechnique pour se rappeler. J'ai pas choisi d'abord la psychiatrie au début, j'avais une soif de savoir et je trouvais que mes parents n'avaient pas assez donné d'informations, donc c'est ça qui m'a poussée à faire des études de médecine. Et au départ, je pensais plutôt m'orienter vers la pédiatrie, et puis la pédiatrie m'a conduit à la pédopsie et je suis passée par la psychiatrie générale, et du coup, je me suis arrêtée à la psychiatrie générale pour avoir vraiment cette soif de connaître l'humain. On est encore au balbutiement de la connaissance du cerveau. On découvre qu'on a aussi un cerveau dans le ventre. Il y a tout l'impact aujourd'hui des connaissances au niveau des émotions avec le cerveau limbique. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui une spécialité qui est passionnante pour moi. Chaque être humain est unique et chacun a son histoire. Et quand je peux aider quelqu'un à devenir pleinement lui-même, c'est vraiment une joie profonde pour moi. Je vois vraiment des personnes qui découvrent qui elles sont et les trésors qu'elles ont en elles, sans dévoiler la suite. Mais une des premières questions quand je vois quelqu'un, c'est « Est-ce que vous savez que vous êtes un trésor ?» Et on va aller ensemble à la chasse au trésor. Jamais on m'a dit ça. Voilà, donc chacun de vous est un trésor. Donc la découverte en plus de l'énéagramme m'a permis aussi de découvrir encore plus. C'est peut-être la deuxième question. Vas-y. Voilà, donc je continue. Donc, comme j'avais une grande soif de savoir, parallèlement à mes études de médecine, j'ai fait aussi une licence de théologie. Et puis, ensuite, j'ai entendu parler j'ai lu Les murs de l'asile de Roger Gentis, et je me dis, tiens, il y a une manière de faire la psychiatrie originale. Pas simplement avec les médicaments, il y a une approche du corps qui est très importante. Donc je me suis formée et diplômée en autonomie, la science du toucher, avec Franz Wellmann. Ensuite, j'ai entendu parler d'énéagramme lors d'une retraite spirituelle, et je me suis dit, tiens, il faut que je découvre. On m'a donné le nom d'Éric Salmon pour me former, donc j'ai été me former auprès d'Éric pendant plusieurs années. Et puis, comme on parle beaucoup de l'importance des émotions et d'apprendre à traiter les émotions, je viens de me former en EMDR, qui permet vraiment d'aller, je dirais autant l'énéagramme est un outil de connaissance, l'EMDR est un outil thérapeutique pour aller nettoyer les émotions qui restent bloquées lors des traumatismes de notre enfance et qui empêchent vraiment d'accueillir ce que l'on est et d'accueillir aussi au niveau spirituel la grâce
de l'Esprit Saint, parce que souvent nos émotions restent, on a des mécanismes répétitifs qui deviennent pour certaines formes comme des addictions, et ça nous empêche de pouvoir évoluer. Et on a un outil très, très intéressant. Là, je viens de travailler pendant une semaine sur moi-même, parce que je suis toujours en travail personnel. On ne peut pas être psychiatre si on ne fait pas de travail en même temps sur soi. Et d'aider vraiment chacun, quand il a des deuils douloureux, des choses difficiles dans la vie qui sont à digérer, de pouvoir faire une lettre à quelqu'un qui nous a blessés, ou soit aussi qu'on a beaucoup aimé, qui est parti trop tôt. Et à travers cette lettre, dans le travail thérapeutique, on peut aller ressourcer la personne et aider à découvrir tous les trésors qu'elle porte en elle. Voilà. Merci Marie-Monique. Pour les trois autres, la question c'est qu'est-ce qui a fait que l'énéagramme, que vous soyez un jour intéressé à cet outil? On fait comme ça. Moi, c'était lors d'un déjeuner de dame cathée. Il y avait une des personnes, on faisait le caté dans un collège jésuite. Donc, on était bien formés à la spiritualité ignatienne. Et il y avait une des personnes qui parlait pas mal des énéagrammes assez souvent. Donc, je me suis intéressée et j'ai donc envoyé mon mari à une formation. Et donc, après, à son retour, j'ai bien étudié, savoir si c'était intéressant, si ça n'était pas déviant. J'ai acheté tout ce qui existait en littérature française. Je ne suis pas quand même passée à l'anglais, mais tout sur comme livre pour voir ce à quoi ça ressemblait. Et puis finalement, après, je suis venue aussi, moi aussi, à quelques sessions. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'énéagramme. Pour mon mari, je dirais que ce fut une révélation et pour moi un grand soulagement. J'ai découvert l'énéagramme en 1994 avec mon épouse. Je faisais partie à ce moment-là du mouvement Vivre et Aimer, qui, je dirais, un mouvement de spiritualité conjugale qui propose des week-ends de communication pour les couples. Et c'est dans ce cadre-là qu'à l'initiative de Samir et Oda Nassif, qui étaient des responsables de Vivre et Aimer, ils nous ont invités à vivre une session énéagramme avec un de leurs amis américains, qui était formateur à l'énéagramme. Voilà. Alors on s'est retrouvés là à, je pense, 45 couples pendant 4 jours. Ça a été effectivement une belle découverte. Ils sont revenus l'année suivante et puis l'année d'après. Voilà, alors comme beaucoup de formations qu'on peut faire, elles sont souvent intéressantes. Après, le problème, c'est est-ce qu'on s'en sert? Quelle utilisation on va en retirer. Et puis je me suis aperçu, comme ça, au fil des années, que c'était un outil auquel je faisais facilement référence. À la fois à un niveau personnel, à la fois dans ma relation de couple ou avec mes enfants, et puis aussi à la fois dans mon travail. Bon, c'est vrai que pédopsychiatre, vous avez dit, on voit des enfants, les types ne sont pas encore très très formés dans l'enfance, mais je vois aussi des parents. Hein, et on a quand même comme ça des hypothèses concernant parfois certains parents assez vite. Hein, et on peut aussi avoir des hypothèses, je me suis aperçu, concernant des enfants. Et donc, à partir de ça, je me suis aperçu que oui, c'était un outil dont je me servais de plus en plus. Ce qui m'a donné l'idée avec mon épouse de faire connaître cet outil dans la région du Nord et dans un centre spirituel tenu par les jésuites, un centre du Haut-Mont. Et on s'est lancé avec la première fois Yves et Marielle Pradel et le père Guy Lepoutre en 1999. Et puis ensuite, à partir de 2000, eh bien, on a continué à animer. On anime globalement 3 sessions par an depuis ce temps-là. Voilà. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, je dirais, d'emblée dans l'énéagramme, c'était que j'étais très sensible à cette notion-là. C'est que l'énéagramme permettait, je dirais, à chaque personne, à travers la reconnaissance de sa compulsion, de
de son évitement fondamental. L'énéagramme permettait à chaque personne, je dirais, d'approcher cette partie fragile, limitée, et qui est présente en chacun de nous. Alors, et ça de façon, je dirais, relativement paisible, je dirais, sans de trop grands bouleversements émotionnels. Et cette approche de cette partie limitée et fragile qui est présente au chacun de nous, ça rejoignait vraiment extrêmement fort, je dirais, mon cheminement personnel, à la fois dans la foi, mon cheminement dans mon évolution personnelle, et puis et mon intérêt dans mon travail de pédopsychiatre. Parce que dans mon travail de pédopsychiatre, effectivement, je devenais de plus en plus sensible au problème du manque. Le manque qui est, je dirais, une caractéristique ontologique de notre humanité à tous. Nous sommes tous des êtres soumis au manque dès notre naissance. Nous faisons très vite l'expérience que nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes, que nous ne pouvons pas être comblés en permanence, et qu'une satisfaction pleine et entière n'existera jamais. Et c'est vrai que dans toute évolution personnelle, la grande question, c'est comment je vais progressivement intégrer cette dimension du manque dans ma vie, comment je vais commencer à pouvoir l'accepter. Alors, c'était d'autant plus sensible, je dirais, dans mon travail de pédopsychiatre, cette notion du manque, que j'ai vécu entre 1980, quand j'ai commencé à être pédopsychiatre à plein temps, et toutes les années qui ont suivi, j'ai vécu une évolution assez déterminante dans ce qu'on peut appeler la psychopathologie de l'enfant. Voilà, mon ancienneté fait que j'ai connu le temps où beaucoup d'enfants nous étaient envoyés en consultation pour des problèmes d'inhibition, de trop grande timidité, de manque d'assurance, de difficulté à vivre une séparation, à aller vers les autres. Et c'est vrai qu'assez souvent, le lien était fait avec, je dirais parfois, un excès d'autorité de la part ou des parents ou des enseignants. Donc on était devant des pathologies d'inhibition avec un certain nombre de pathologies qu'on peut appeler névrotiques. Et puis les choses ont évolué, et j'ai vu l'évolution. Est arrivé le temps où, et c'est toutes ces dernières années, ces 15 dernières années, j'ai vu très très peu d'enfants inhibés. Par contre, j'ai vu énormément d'enfants dans le débordement. De parents qui venaient en disant, écoutez, on ne sait plus quoi faire avec lui, on ne sait pas comment il pourrait obéir. J'étais donc confronté au phénomène que vous connaissez tous, le phénomène de l'enfant roi. Alors, comment on peut analyser ça, rapidement, mais simplement donner quelques repères, en tout cas des repères que je trouve intéressants. Il y a une analyse, je dirais, sur cette évolution, où on est passé d'un excès d'autorité, avec des phénomènes d'inhibition, à un excès d'autorisation, avec des problèmes de débordement. Il y a une analyse intéressante à ce niveau-là, qui analyse au fond l'évolution des liens familiaux. On dit que dans une famille, il y a 3 types de liens. Le premier type de lien est ce qu'on appelle le lien d'appartenance. Le fait d'appartenir à une famille, parfois une famille élargie, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, voilà. Ça fait partie des liens familiaux, des liens d'appartenance. Deuxième type de lien dans toute famille, il y a ce qu'on appelle le lien d'alliance. L'exemple du lien d'alliance, c'est le lien conjugal, qui unit le père et la mère, avec l'autorité au niveau de l'enfant. Et le troisième type de lien dans toute famille, c'est le lien de filiation, c'est le lien parent-enfant. Eh bien, quand on analyse les choses, on peut s'apercevoir de façon un peu schématique que, selon les époques, il y a toujours une prédominance d'un type de lien sur les deux autres. Alors, pour être très schématique, on peut dire le premier millénaire a vu, je crois, très réellement la prédominance du lien d'appartenance. On n'était rien sans appartenir à une famille élargie, à un clan, à une tribu. C'est encore, je pense, le lien qui existe de façon très fondamentale dans beaucoup de sociétés africaines, pays d'Afrique. Le deuxième millénaire, pratiquement jusqu'à sa fin,
a vu très fortement la prédominance du lien d'alliance. Toute la société était bâtie sur le mariage, sur l'autorité parentale. On n'avait pas d'existence en dehors de la famille, de l'autorité parentale et d'enfants nés dans le mariage. Et puis on a vu à la fin de notre XXe siècle, qu'est-ce qu'on a vu? Une très forte diminution du lien d'appartenance. On est de plus en plus dans des familles dispersées. On ne vit plus dans la même ville, ni dans le même village, ni dans la même région. On a vu à partir de 1970 une diminution très forte du lien d'alliance. Les statistiques, hein. En 1970, quand on se mariait, on avait 10% de risque de divorcer. Au jour d'aujourd'hui, on approche les 50%. Et donc, on a vu depuis maintenant 20-25 ans très clairement la prédominance du lien de filiation. C'est-à-dire que c'est l'enfant maintenant, et ça a des conséquences, qui est chargé de faire le bonheur de ses parents et de sa famille. C'est l'enfant qui est chargé de donner sens à la vie de ses parents et de sa famille. C'est par sa réussite et son épanouissement que l'enfant va donner sens à la vie de ses parents. Ça a une conséquence, c'est qu'on a vu une inversion du principe d'autorité. Ce qui prédomine actuellement, c'est l'autorité de l'infantile, puisque c'est sur l'enfant, par son épanouissement et son bonheur, que repose, je dirais, à la limite, l'équilibre et le bonheur de ses parents. Ça a eu, je crois, ça explique un peu cette conséquence sur le fait que cette inversion du principe de l'autorité, c'est dorénavant l'enfant qui fait autorité. Donc on a été confronté effectivement au problème des enfants rois, et j'en ai reçu beaucoup. Et bien, les enfants rois, ils sont confrontés effectivement à une grande difficulté, c'est à accepter le manque dans leur vie. On est là dans une très grande difficulté à accepter que le manque fasse partie de leur vie. On est dans la recherche de la satisfaction entière et immédiate. Ce qui fait que, vous voyez, l'énéagramme est venu rejoindre un peu ce cheminement qui était le mien. Et du coup, j'ai pu voir au fond comment cette difficulté à accepter le manque, cette difficulté à renoncer à la toute-puissance infantile, comment, je dirais, ça pouvait se traduire, je dirais, chez l'enfant, en quelque sorte, et chez ses parents, en quelque sorte. Et donc, c'est là que l'énéagramme m'a donné aussi beaucoup de pistes. Mais bon, j'ai été très bavard, je le dis. Comment as-tu rencontré cet outil et quelle est sa valeur ajoutée pour toi? Alors, comme Marie-Dominique disait tout à l'heure, quand on travaille comme psy, on est en formation permanente et je cherchais une nouvelle formation et en bonne base 2 pour aider encore mieux les autres, pour être encore plus au service des autres, pour encore répondre mieux au service des autres. Voilà, et aux besoins des autres. Et je suis tombée sur cette formation dont j'avais déjà entendu parler, et voilà, par des personnes qui utilisaient cet outil et qui m'en avaient dit beaucoup de bien. Je pense que la première chose qui m'a frappée, c'est que cet outil m'a ramené à moi, m'a ramené à mon propre cheminement, et quand je vois le temps que ça m'a demandé pour trouver ma base, ça en disait long sur ma difficulté à me connecter à moi-même. Voilà, donc c'est finalement un outil qui m'a surtout recentré dans ma posture et recentré dans une autre manière d'aider. Parce que il y a une manière d'établir un lien avec quelqu'un qui est en difficulté qui en fait peut survaloriser l'ego encore, qui est une manière de dire tu peux me faire confiance, je vais vraiment t'aider. Alors que l'enjeu, c'est de trouver une posture intérieure qui est je te fais confiance. Tu vas trouver la manière de prendre ta dimension, de te déployer, d'aller vers ta vie. Voilà, et de faire quelque chose avec les difficultés que tu traverses, ce qui est complètement différent. Et ce que m'a apporté cet outil,
ce que j'aime dans cet outil, c'est que c'est un outil qui est au service de l'unité de la personne. Très souvent, Étienne le disait tout à l'heure, on fonctionne qu'avec un bras droit. Et je trouve très intéressant de permettre aux personnes de retrouver leur bras gauche, de retrouver leur cœur, de retrouver leur tête, de retrouver leur ventre, de retrouver l'unité de leur personne. D'aider les manteaux à tout doucement réintégrer leur corps, et en réintégrant leur corps, de réintégrer tout l'aspect émotionnel de leur vie. Et cette dimension de l'unité de la personne, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui est une vraie plus-value de cet outil-là. Et puis, ce qui est fort intéressant dans cet outil, c'est qu'on peut permettre à des gens de se l'approprier. On peut permettre aux personnes que l'on rencontre de devenir auto-observateurs de ce qui se passe, de comment ils ont une réactivité particulière à certains moments et comment s'exerce cette réactivité-là. Et quand ils s'approprient cet outil-là, ben, ils sont équipés pour leur vie. Et souvent, je leur dis, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous en avez pour 20 ans. Alors, ils ouvrent des yeux, ah non, c'est pas possible, pas pour 20 ans. Mais si, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que si vous mettez de l'attention, de la vigilance sur vous-même, sur la manière dont vous réagissez, patiemment, jour après jour, quelquefois heure après heure, les choses vont commencer tout doucement à changer. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Ce n'est pas la peine d'aller chercher chez vos proches, chez votre patron, chez votre conjoint, chez vos enfants. Vous allez le trouver en vous-même et dans la patience avec vous-même, et dans cette auto-observation. Et c'est vraiment intéressant de permettre aux gens de se saisir d'un outil pour se comprendre eux-mêmes et pour se changer eux-mêmes, tout doucement, avec patience. Et ça, je trouve que c'est une vraie plus-value qu'apporte l'énéagramme. Waouh, merci. C'est pas évident de réagir comme ça à chaque chose que disent, parce qu'il ne faut pas redire la même chose, il faut juste, moi l'idée qui me vient en premier, c'est qu'on ne fait que parler de bras droit, mais moi je me sens mal parce que je suis ambidextre. Voilà, par rapport, oui, moi la grande richesse que je vois dans l'énéagramme, alors tout d'abord pour moi, dans mon cheminement personnel, et dans mon cheminement aussi professionnel, là, qui est pas le même, mais qui me touche moi, je pense qu'il y a une notion d'humilité. L'énéagramme nous apporte une humilité parce que, comme le disait tout à l'heure ma consoeur, on est toujours obligé en tant que thérapeute de se remettre en question, de faire un travail sur soi. Et par rapport à la psychanalyse ou par rapport aux approches cognitives, l'énéagramme va mettre le doigt sur l'endroit que l'on n'a pas envie de voir. Si on appartient à un certain type, eh bien, quand on sait qu'on appartient à un type, on sait aussi qu'on va voir le défaut de son type. Alors que, quelquefois, même si on fait un travail sur soi, eh bien, ce défaut, comme c'est ce qu'il y a de plus profond en soi, eh bien, on n'y a pas toujours accès, même par plein d'autres démarches. Donc ça, c'est une démarche d'humilité. Et en même temps, c'est une démarche qui ne plonge pas dans la culpabilité, parce qu'on se dit, ah, ben alors à ce moment-là, j'appartiens à ce type-là, donc c'est normal que je sois comme ça. Donc c'est l'humilité, c'est vraiment le bon côté des choses, c'est l'humilité sans la culpabilité. Voilà, donc ça c'est pour moi ce que m'apporte moi personnellement l'énéagramme, évidemment aussi avec une ouverture à l'autre, une ouverture... oui, une acceptation de l'autre. Voilà. Par rapport à la manière dont j'exerce, à mon exercice professionnel, par rapport à mes patients, l'énéagramme, je ne peux pas l'utiliser au départ avec mes patients, parce que les personnes que je reçois, comme je le disais tout à l'heure, sont des personnes qui ont été abusées, donc qui ont vécu des viols, des incestes,
de la perversité autour d'eux. Et dans un premier temps, l'énéagramme ne répond pas à ce que l'on peut faire avec eux, parce qu'il y a tout un travail de mise en mots. La première chose à faire, c'est de réussir à dire l'indicible. Le deuxième moment dans une thérapie pour personnes qui ont été lourdement atteintes comme ça, c'est de réintégrer le monde des vivants. Et donc là aussi, les personnes sont trop désintégrées, sont trop mal, ont une estime de trop basse pour pouvoir entrer dans un schéma ou dans un outil comme l'énéagramme. Par contre, dans un troisième temps, lorsque la personne commence à redécouvrir qu'elle existe et que les autres existent, eh bien, l'énéagramme, moi je pense, c'est un outil formidable que moi je n'utilise pas en thérapie, mais que je cite à mes patients comme outil existant à l'extérieur. Cela a pour avantage les personnes qui ont été abusées sont toujours en demande de retrouver des repères, ils sont en grande perte de repères, et pour ceux qui ont été dans des systèmes sectaires, ils sont toujours à la recherche d'un gourou. Et c'est la grosse difficulté que l'on peut rencontrer, c'est-à-dire que moi, mes patients, de temps en temps, voudraient bien que je fasse leur gourou. Et l'énéagramme, pour moi, c'est cet outil qui va me permettre de les renvoyer à autre chose, plutôt qu'à moi, et de prendre leur propre envol. Donc c'est un outil d'autonomie pour eux. En plus de ça, je les envoie sans difficulté vers l'énéagramme, dans le sens où je considère que l'énéagramme force le respect de soi et respect de l'autre. Respect de soi parce qu'on va voir que l'on appartient à un certain type et que, certes, ce type a des défauts, mais qu'il faut aussi savoir le respecter, ce tempérament que l'on a. Il y a des choses au-delà duquel que l'on ne peut pas dépasser, au-delà duquel on ne peut pas aller. Pour étayer mon propos, je vous parlerai, j'ai une de mes patientes, je l'ai très en tête parce que je me vois dans un article de La Vie, je crois, mon nom était apparu en tant que, comme j'allais intervenir ici, donc mes patients m'ont posé des questions sur l'énéagramme en particulier, et il y a une de mes patientes qui s'y est beaucoup intéressée et qui me racontait que là, elle lisait quelques livres sur l'énéagramme, et elle me disait qu'elle s'était aperçue que c'était peut-être, c'est une personne qui est atteinte d'une psychose maniaco-dépressive, et donc il y a des phases maniaques. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des phases où elle est très excitable. Et elle me disait que c'était au cours que sa première crise maniaque, elle l'avait eue lorsqu'elle était jeune, au cours d'une retraite spirituelle de longue durée. Je ne citerai pas la spiritualité parce que ça aurait pu arriver partout ailleurs. Et elle s'était sentie non respectée. Elle était arrivée avec ses livres, elle était arrivée avec ses petits matériels, elle me disait non, il ne faut pas de livre. Puis elle s'était dit c'était le moment de Noël, je vais en profiter comme j'ai un peu de temps pour aller acheter dans le petit village d'à côté quelques cadeaux. Bon, alors elle ne pouvait plus lire, elle ne pouvait plus acheter ses petits cadeaux, elle ne pouvait plus faire ceci, cela, et finalement à la fin elle a pété un câble. Donc c'est pour dire, avec l'énéagramme, on sait qu'il y a certaines choses que l'on doit respecter en soi, même si ça ne nous plaît pas. C'est un petit peu, voilà, moi aussi je suis venue, et j'ai dans mon sac ici, j'ai quelques livres pour me rassurer. Voilà. Donc, je vais passer la parole parce que j'ai beaucoup parlé. Pour moi, l'outil l'énéagramme est un des meilleurs parmi tous les outils que j'ai eu à ma disposition pendant mes études de psychiatrie, parce qu'il donne vraiment des points de repère. Et j'ai entendu plusieurs fois des parents, parce que je suis comme Isabelle, je n'en parle pas pendant mes consultations de psychiatrie, si ce n'est que pour les renvoyer à des lieux de formation, mais j'anime certains groupes et des sessions avec Pierre Angotti sur l'énéagramme chrétienne. Mais cet outil permet vraiment à des parents, quand ils le découvrent, si j'avais eu ça quelques années avant, j'aurais évité des bêtises avec mes enfants pour savoir que vraiment ils étaient très différents. Moi je crois que la première chose que l'énéagramme a apporté, c'est vraiment la découverte qu'on est tous différents, qu'on a des réactions différentes et que c'est pas parce qu'on est différent que c'est mauvais. Au contraire, la différence c'est une richesse et non pas un jugement négatif. C'est la bonne nouvelle que m'a apporté l'énéagramme, vraiment de découvrir cette richesse dans la différence, qu'on a besoin les uns des autres, qu'on est complémentaires et
qu'on a chacun une manière de voir un événement différemment, et que c'est ni bien ni mal. Voilà, ça c'est très important. Deuxièmement, je reçois aussi des couples, et quand ils découvrent l'énéagramme pour des couples, oh là là, c'est vraiment un outil extraordinaire pour les couples. On a eu un petit témoignage tout à l'heure par Étienne, mais je vous assure que faites des sessions pour couple, ça vous aidera à beaucoup mieux communiquer et pas tiens, je t'avais dit quand tu dis ça, etc. Vous voyez, ça va empêcher le jugement de pouvoir semer la zizanie dans le couple, mais apprendre à s'écouter, s'accueillir dans nos différences et dans nos manières de voir les choses différemment. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors sinon, il y a des étapes dans la découverte de l'énéagramme. Moi, quand j'ai entendu parler de l'énéagramme, c'était un émerveillement au début. Je voyais d'abord tout ce qui était bon dans mon type. Et puis, deuxième étape, c'est qu'il y a des zones d'ombre. Et c'est toujours un peu douloureux d'aller voir les zones d'ombre. Mais en même temps, c'est aussi un chemin de richesse d'aller voir nos zones d'ombre et de découvrir derrière nos zones d'ombre qu'est-ce qu'on a du mal à apprécier en nous. Et en fait, derrière tout défaut se cache une qualité. Donc c'est important d'aller voir qu'est-ce qui est caché derrière ma zone d'ombre, derrière les peurs que je peux avoir, derrière la colère, derrière la tristesse. Il y a quelque chose à découvrir, et c'est l'ajustement de ce que je suis, aussi bien dans mon centre mental, dans mon centre cœur et dans mon centre corps, qui va faire la richesse aussi pour davantage être moi-même. Plus je suis ajustée à ce que je suis, plus je transmets, je vois bien chez mes patients, ça me donne une autre écoute à la fois chez eux, où en est leur centre émotionnel, où en est leur centre cœur, où en est leur centre corps. Et l'énéagramme, je n'en parle pas, mais ça m'aide vraiment à ce que disait Françoise Docteau, faire la révolution des petits pas. Par exemple, si j'ai une personne qui est de type 1, parce que en faisant l'anamnèse, quand elle me raconte son histoire de vie, je perçois le fonctionnement de sa manière son type, qui me permet de voir où sont ses points forts et ses points faibles. Donc je souligne sa manière d'avoir déjà, par exemple, si elle est de type 1, son côté vraiment rigoureux, d'avancer avec vraiment un désir de bien faire. Et en même temps, je lui dis, mais vous savez, là, vous êtes très tendu. Et c'est vrai que je l'aide à faire un petit pas de détente de son corps. Pour la personne 2, ça va être un petit pas pour mieux accepter de s'occuper de ses besoins. Pour le 3, ça va être un petit pas pour apprendre à être moins dans l'activité et pouvoir aussi arriver à faire un petit pas de vérité dans telle chose, de regarder vraiment qui il est en vérité. Chaque énéatype, il y a un petit pas à faire, mais il est différent. Et c'est ça la richesse de la connaissance de l'énéagramme. Ça me donne vraiment des outils personnels pour aider chaque personne d'une manière unique. Et puis j'aime beaucoup citer cette parole de Sainte Catherine de Sienne: deviens ce que tu es et tu mettras le feu au monde entier. Plus on est ajusté à nous-mêmes, plus on développe tous nos talents et en même temps nos points faibles, plus on devient une personne qui peut transmettre la joie de vivre, le bonheur aux autres. Eh ben, voilà. Oui, alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un pédopsychiatre, comment il peut se servir de l'énéagramme quand on sait qu'effectivement la formation du type peut prendre du temps. Hein. En tout cas, je pense qu'il y a des enfants qui vont assez vite, je dirais, être dans un type donné, mais il y en a qui vont pouvoir en changer également. Hein. Je crois qu'effectivement, c'est souvent au début de l'âge adulte qu'un type peut se dire véritablement formé. Alors, partager simplement, en fond, pour moi, comment j'ai pu utiliser l'énéagramme dans mes rencontres avec les enfants et les parents. Bon, ce qui m'a paru assez souvent intéressant, c'est que assez vite, chez certains enfants, on pouvait deviner, en tout cas, on pouvait faire l'hypothèse d'un certain nombre de traits de caractère pouvant faire penser qu'ils pouvaient être de ce type-là. Par exemple, je me trouvais devant un enfant très
prisonnier, comme disaient d'ailleurs ses parents, de tout faire parfaitement. Ou devant un enfant, je dirais, dont les parents disaient il est trop gentil avec tout le monde, il ne sait jamais dire non, il ne s'affirme pas. Ou oui, mon fils là, pour lui c'est impossible de perdre, il se met dans des difficultés incroyables. Pour cet autre enfant, c'était il se sent toujours à part, différent des autres, très émotif. Lui, par contre, dès qu'il est dans un livre et seul dans sa chambre, c'est son bonheur absolu. On a vraiment du mal à ce qu'il puisse, je dirais, jouer avec des copains ou d'autres. Hein. Ou alors, cet autre enfant, lui, il a peur de tout. Il a toujours besoin d'anticiper ce qui va se passer. Il a peur de tout. Mon fils ou ma fille, il a un caractère très très joyeux, hein, très optimiste. Hein. Mais alors, il fait toujours tout à la dernière minute. Ou alors, mon enfant, lui, il sait pas, il a peur de rien. Il dit toujours ce qu'il pense. Ça lui pose beaucoup de problèmes. Enfin, c'est cet enfant, je dirais, qui est toujours dans la recherche de sa tranquillité. Hein, on sent que pour lui, c'est sa quête perpétuelle. Ce qu'il cherche avant tout, c'est d'être tranquille. Voilà, donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Et quand je percevais ça, ça me permettait, je pense, assez vite, je dirais, de rejoindre l'enfant dans ce qu'il pouvait vivre. Et ça, c'était toujours très important. Même au tout début, je dirais, d'une prise en charge, que se crée cette alliance entre le thérapeute et l'enfant, se sentir compris par un thérapeute, c'était important. Hein. Mais il n'y a pas que chez l'enfant que je pouvais distinguer certains traits de caractère, de comportement, pouvant donner des hypothèses sur les types. En tant que pédopsychiatre, on passe beaucoup de temps avec les parents. En tout cas, moi, je passais beaucoup de temps avec les parents. Ce sont eux qui ont la demande, hein. Ce sont eux qui viennent avec leur enfant. Et donc, ce sont eux qui en parlent. Et puis, en parlant, ils disent un peu qui ils sont aussi. Et c'est vrai qu'assez vite aussi, il m'arrivait que des hypothèses concernant le type des parents, des hypothèses, hein, pouvaient surgir chez moi. Hein. Et ça m'aidait aussi à comprendre, quand je percevais que j'avais une hypothèse sur le type de cet enfant et sur le type de ce parent ou de ses parents, ça me permettait de comprendre pourquoi ils avaient parfois des difficultés à se comprendre, à s'entendre. Et ça, c'était intéressant parce que ça donne effectivement, ça permet peut-être un peu d'essayer de rapprocher des points de vue trop différents. Bon, j'illustre ça, je me souviens très bien, une maman m'amène son garçon de 7 ans et me dit, voilà, cette maman était très inquiète. Elle me dit, je viens vous voir parce que je ne sais plus trop quoi faire. Il est en difficulté et surtout il est en difficulté vis-à-vis de son père. Il a l'impression, et moi aussi disait la maman, que son père ne l'accepte pas tel qu'il est. Et donc, voilà un peu la raison de la consultation. Et disait la maman, ça m'inquiète parce que ça s'installe dans le temps et je sens qu'il est de plus en plus fragile et de plus en plus triste de cette situation, parlant de son fils. Alors je vois ce garçon de 7 ans et on fait connaissance, on parle et assez vite je me trouve devant un garçon effectivement extrêmement sensible qui écrit des poésies, qui m'en avait ramené d'ailleurs, qui fuyait tout ce qui était jeu de garçon, jeu de confrontation, jeu de force, qui me disait moi je préfère parler avec les filles, on est plus, ça m'avait frappé, hein, on est plus en contact avec ce qu'on ressent avec les filles. Vous voyez, ça donnait quand même des indications. Et quand je l'amenais à un moment donné à parler de sa relation avec son père, alors là, toute sa sensibilité est apparue. Très vite, les larmes lui sont venues
Et il me dit mon père ne me comprend pas. Je me demande s'il me comprendra jamais un jour. Et ça me rend triste. Voilà, donc vous pouvez faire l'hypothèse d'un enfant qui avait en tout cas des traits de comportement, de caractère de type 4. Voilà, donc je dis à la maman ce que j'ai un peu compris de son enfant, et je lui dis, bon, ce serait bien qu'on se revoie dans un mois, et ce serait bien que son père vienne. Et donc je donne un rendez-vous un mois plus tard, et un mois plus tard, effectivement, dans la salle d'attente, je vois ce petit bonhomme avec son père, sans la mère. Je ne savais pas du tout ce que le père allait me dire sur ce fils, donc dans un premier temps, je le fais rentrer seul. Et alors d'emblée, il me regarde et il me dit, il dit, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. J'ai quitté mon boulot, je n'ai pas envie de perdre mon temps. De toute façon, les psys, moi j'y crois pas trop. Donc ce qui me fait comprendre, c'est dites-moi des choses intéressantes, sinon je m'en vais, et assez vite. Et puis je l'invite à parler un peu des difficultés qu'il peut vivre avec son fils. Et il me dit de toute façon, oui, il a peur de tout. C'est pas vraiment un garçon. Vous savez, docteur, dans la vie, il faut être fort. Toute vérité est bonne à dire, il faut dire les choses, la vie est une lutte. Donc, comme vous, assez vite, je me fais l'idée d'un père avec peut-être un type 8, et je vois l'écart qu'il peut y avoir entre ce petit bonhomme type 4, avec toute sa sensibilité, et ce père type 8. Alors bon, je me dis, un gars comme ça, il faut quand même que je l'impressionne, sinon je ne serais pas pris au sérieux. Alors, les diagrammes, ça sert à ce niveau-là, parce que je lui dis, écoutez, ça fait un quart d'heure qu'on parle, que je vous écoute, si je vous ai bien compris, voilà un peu comment vous fonctionnez. Et alors, je lui dévide comme ça quelques grands traits du type 8, et je vois au fur et à mesure qu'il m'écoute avec une réelle stupéfaction, et une certaine admiration aussi, malgré tout. Et il fallait ça, il fallait ça. Et alors, après ça, je lui dis, ben voilà, j'ai rencontré votre fils la fois passée, le mois passé, et voilà un peu ce que j'ai compris de lui. Et je donne toute une série de traits de comportement du type 4. Je dis, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Il y a un écart évident. Si vous voulez qu'il devienne comme vous, c'est une mission impossible. C'est une mission impossible. Je pense que vous aimez votre fils, puisque d'abord vous êtes là, vous êtes venu. Et je pense que pour vous, si vous aimez votre fils, eh bien, il faut que vous acceptiez que vous soyez fondamentalement différent. Et je vous invite à accepter cette différence, sinon vous allez être dans le malentendu, dans la difficulté tout au long des années qui viennent. Et alors, c'était très touchant parce que cet homme qui était au début regarder sa montre et faisait comprendre qu'il n'avait pas de temps à perdre avec moi, il a été très très touché parce que j'ai pu effectivement lui dire et de lui et de son fils. Et je l'ai invité donc à rentrer dans une voie d'acceptation, d'acceptation des différences. Et je crois que c'est un des trésors de l'énéagramme, c'est que ça nous donne non seulement une meilleure connaissance de nous-mêmes, et un début d'acceptation de qui nous sommes, avec nos fragilités et nos limites, mais ça nous donne aussi une meilleure acceptation de qui sont les autres, et une meilleure acceptation aussi de leurs différences, de leurs fragilités, de leurs limites. Et ce père, visiblement, je l'ai senti prêt à rentrer dans cette acceptation. Et donc, les consultations suivantes, c'est lui qui est venu à chaque fois avec ce fils. Et j'ai vu à quel point il est rentré dans cet essai d'acceptation des différences de l'un et de l'autre. Et j'ai vu chez ce petit bonhomme
combien le regard nouveau de son père sur lui lui a redonné vie et confiance en lui. Voilà, c'est une illustration un peu de l'usage que j'ai pu faire, entre autres, de l'énéagramme dans une consultation de pédopsychiatrie. Avec cet exemple-là, tu peux dire que grâce à cette grille, tu trouves les mots justes un peu plus vite, un peu plus tôt. Ah oui, exactement. Comme je disais au début, quand j'ai une hypothèse concernant le type de l'enfant, je la vérifie. En lui posant un peu des questions, peut-être que tu n'aimes pas trop ça, tu préfères peut-être ça. Et effectivement, si ça répond, je vois l'enfant qui dit tiens, celui-là, il n'a pas l'air si con que ça, quoi. Non, mais c'est vrai, parce que les enfants sont âgés en consultation, ils se demandent parfois ce qu'ils y font. Donc il faut qu'ils perçoivent que ça peut les intéresser, quoi, en quelque sorte. Et donc ça permet assez vite de faire alliance, quoi, en quelque sorte. Merci. Pour réagir aussi, dans ce sens où le fait ça nous aide dans la reconnaissance un petit peu des personnes. Donc moi je raconte aussi mon exemple, j'avais une patiente qui avait été lourdement abusée, et donc la difficulté qu'elle trouvait, c'est qu'à chaque fois elle retombait sur des garçons qui avaient tendance à abuser d'elle. Elle était un peu dans un système qu'on appelle de répétition. Et puis un jour, elle me parle d'un nouveau garçon qu'elle avait rencontré, qui avait des tas de projets, mais qui me faisait très peur. Bon, je ne rentre pas dans toute la description, mais elle me décrivait, moi tout d'un coup ça m'a sauté aux yeux, elle me décrivait un 7. Et donc là, pour une fois, il n'y a aucun lien, je vous rassure tous, il n'y a aucun lien justement entre un 7 et la perversion. Et donc là, je pouvais, moi, grâce aux critères, je reconnais l'énéagramme, sinon je suis moi-même un petit peu perdue, parce que c'est très difficile d'aller dire celui-là. Bon, sur un comportement, on peut dire celui-là ne me semble pas être un comportement très bon et très respectueux de toi. Voilà. Mais là, je rencontrais vraiment, dans ce qu'elle me décrivait, un 7, ça l'affolait complètement. Et alors, je lui ai posé, pour étayer mon diagnostic, je lui ai posé certaines questions pour me confirmer en moi-même le fait que ce garçon était un 7. Et puis au bout d'un moment, je la vois, elle me fait un gros clin d'œil comme ça. Je me dis pourquoi est-ce qu'elle me fait un clin d'œil? Elle me dit oh, c'est parce qu'il vient vous voir aussi. Alors je dis non, mais pas du tout, pas du tout. Quand un couple vient consulter, c'est au bout d'un moment. C'est vraiment intéressant de leur proposer de travailler avec l'outil de l'énéagramme, parce que forcément, quand il y a de la difficulté, quand il y a une crise qui se passe dans une relation, quand les personnes consultent à deux, il y a le secret d'espoir que quand même l'autre va enfin changer et ma vie sera tellement meilleure. Et évidemment, tant qu'on se situe sur ce plan-là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et souvent, l'utilisation de l'énéagramme, ces propositions que je leur fais de les voir chacun pour aller voir un peu plus de plus près leur type, leur permet de se mettre en chemin d'eux-mêmes. Et du coup, ça déplace le point d'attention. Là où l'attention était focalisée sur le changement attendu chez l'autre, l'attention se remet à l'intérieur de la personne, sur ce qui se passe en elle. Et c'est un autre avantage, c'est que quand la personne commence à réaliser que, eh bien, évidemment, les travers sont chez le conjoint, mais évidemment chez elle aussi, bon, à travers son propre type, ça apporte plus d'indulgence, plus de bienveillance, plus de tolérance. Et on n'est pas loin de commencer à s'ouvrir au fait que, eh bien, peut-être que l'autre est simplement un tout autre et qu'il perçoit la réalité tout à fait différemment de moi. Et voilà, on n'est pas loin de commencer à avoir un regard bienveillant et de pouvoir voir les difficultés que l'on vit ensemble avec un autre prisme, une autre approche, un autre point de vue. Et souvent, ça commence à mettre beaucoup plus de flexibilité à la fois dans la compréhension des difficultés initiales et dans les manières de les gérer.
confirme ce que tu viens de dire, Dominique, parce que c'est vraiment un outil pour apprendre à être autonome. Quand je parle plus de l'animation de groupe, où des personnes ont du mal à oser découvrir qui elles sont, ça apprend déjà un regard de bienveillance, de découvrir les points positifs, et beaucoup de douceur quand on entend les autres, de pouvoir découvrir qu'ils ont des richesses différentes de nous, et il y a un chemin d'acceptation qui se fait. Alors c'est vrai qu'au début, quand on commence à connaître l'énéagramme, il y a un piège dans lequel il faut éviter de tomber, parce que la tentation, c'est que quand on commence à manier un petit peu cet outil, comme tout outil, on peut mal l'utiliser. Un marteau, ça peut servir à enfoncer des clous, mais ça peut aussi faire du mal sur les autres. Donc l'énéagramme, c'est un outil qui est à manier avec précaution, avec bienveillance, humilité, douceur et respect. Parce que s'il est mal utilisé, on peut blesser les autres en voulant les enfermer dans un type, ou soi-même s'enfermer dans son propre type. Il nous l'a dit tout à l'heure, Étienne, que si on manie toujours le même bras, eh bien, on ne développe pas l'autre, on est handicapé. Et c'est important d'aller voir aussi nos parties qui sont sous-développées pour apprendre à les développer. Et ça demande du courage, ça demande de savoir s'accepter, et c'est un chemin d'humilité, tout le travail sur soi. Et pour les personnes, elle a envoyé son mari en avant-première, mais les hommes qui ont des fois du mal à pouvoir se remettre en question, l'outil de l'énéagramme, ça peut être une porte d'entrée agréable pour aller à la découverte de soi. Moi, j'ai vu plusieurs hommes dire « Ah bon, c'est quoi ce truc-là » Et finalement, ils se sont mis en route en entendant parler par d'autres. Et ça a été vraiment un chemin de connaissance de soi-même. Ça demande du courage. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très pertinent pour se mettre en route. Merci Marie-Dominique. Encore un petit mot et on va passer aux questions. Oui, un petit mot, mais simplement, puisqu'on évoquait les couples, bon, comme nous avons été 25 ans avec mon épouse dans la communauté Vivre et Aimer, nous avons animé beaucoup de week-ends de communication de couple. Il nous arrive encore maintenant de recevoir des couples un peu en difficulté. Qu'on accompagne, je dirais, voilà, de couple à couple. Et puis, il nous est arrivé aussi assez souvent de leur proposer des outils de communication. Alors, un bon outil, ça reste, je pense, un week-end de couple vivre aimé. Mais souvent, il nous arrive aussi de le compléter en leur proposant de vivre une session énéagramme en couple. Parce qu'un des grands intérêts quand on vit une session énéagramme en couple, c'est qu'effectivement, on rentre dans un début d'acceptation beaucoup plus profonde des différences de l'autre. Et ça, on le vérifie à chaque fois que dans une session, un couple vient vivre une session énéagramme. On voit comment, à travers de très petites anecdotes, comment les différences, je dirais, peuvent s'affirmer. Je termine là-dessus très rapidement, mais ça fait plutôt sourire. Un couple qui avait vécu une session avec nous, et le mari était un bon joueur de golf, et il rentre, alors il était 3 lui, type 3, et sa femme était de type 7. Alors quand il revient chez lui, sa femme l'interroge et dit « Alors, tu t'es bien amusé ?» Question de 7. Il lui répond « Non, j'ai perdu. » Voilà, j'ai 2 questions qui viennent de tomber. La première, c'est est-il possible que quelqu'un se retrouve sur aucun type? Moi, je pense spécialiste. C'est toi. Est-ce que vous auriez une réponse à... Moi, alors, autant avec d'autres approches, par exemple, à un moment donné, avant de connaître l'énéagramme, je fonctionnais aussi avec ce que m'avait mon mari était allé voir un coach. Jean-François Decker, et alors il y avait qui classait les gens, lui, en quatre catégories. C'était les personnes affirmation de soi, action sur le monde, curiosité et jouissance. Et donc nous avions notre pilier très cher,
et mon mari n'appartenait à aucune catégorie. Donc c'est pour ça que quand il a commencé l'énéagramme, j'étais un petit peu inquiète. Oui, c'est moche. Mais c'est vrai que parmi mes patients, et j'en vois beaucoup, parce que je m'occupe aussi d'animation donc auprès des jeunes, donc je rencontre par an des centaines de jeunes. Bon, alors évidemment, je ne les classe pas tous, mais à aucun moment je ne me suis dit, tiens, cette personne-là, je ne saurais pas du tout, même si je ne les classe pas, ce que je veux dire, et au risque de me tromper en disant celui-là est peut-être un 4 ou celui-là est peut-être un 3, mais je n'ai jamais eu ce gros bug comme il a pu exister quand j'ai vu autrement. Tu voulais dire quelque chose, Dominique? Je crois que l'important, c'est le chemin qu'on fait pour le trouver. Peut-être la personne ne l'a pas trouvé, et ça n'a pas d'importance. Et peut-être que si elle est en thérapie avec moi, je ne sais pas, et ça n'a pas d'importance. Elle est de toute façon plus grande que son type. Et bien des fois, je ne sais pas, et ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'elle trouve. Et le chemin qu'elle va prendre pour le trouver. Et la patience de continuer de chercher, à se connaître, à décrypter, à s'observer. Et c'est peut-être juste le temps de l'observation. Eh bien, prenons le temps de l'observation, et ça viendra en son temps. C'est beaucoup plus le chemin qui compte. Oui, comme disait ce matin, tout à l'heure, Étienne, ce qui est important, c'est pas son type, c'est la personne que je suis. Donc ça, c'est très important d'aller à la découverte de soi-même. On a souvent des grandes peurs, peut-être même des états de sidération qui empêchent d'aller à la découverte de soi. Donc, il y a peut-être besoin d'un chemin, comme vient de le dire Dominique, en son temps, en son rythme, reconnaître déjà peut-être des petites choses en nous, et si vraiment cherchez, vous trouverez. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'avait jamais trouvé son type. Mais il y en a qui sont plus difficiles à repérer que d'autres. Ça demande beaucoup d'attention, il faut développer son observateur intérieur. Écoutez ce que dit mon cœur, ce que dit mon corps, ce que dit ma tête. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de leurs émotions, ou bien qui n'ont jamais pu oser les exprimer, ou bien c'est difficile de parler avec son corps. Chez moi, quand j'étais petite, on reste tranquille, bouge pas. Donc ça fait des inductions qui empêchent d'aller à la découverte de soi. Alors ça peut être aussi des obstacles comme ça qui peuvent empêcher de se connaître. Oui, dans les sessions qu'on a pu animer, il arrive régulièrement qu'à la fin de la session de 3 jours, l'une ou l'autre personne parte avec encore 2 ou 3 types, hein, et pas un seul, quoi. Bon, alors c'est toujours un peu décevant, parce que comme on dit, quand on vient pour trouver son type, que tout le monde pratiquement le trouve, c'est toujours un peu difficile de repartir avec une hésitation. En même temps, c'est pas du tout anormal. Et moi, je trouve ça assez rassurant. Sinon, l'énéagramme pourrait assez vite passer comme un instrument, un outil un peu totalitaire. Justement, ce que je voulais ajouter, c'est-à-dire qu'on ne le trouve pas, c'est pas grave, et on peut aller voir ailleurs. Hein. L'énéagramme n'est pas une obligation. Alors, c'est l'autre question. Par rapport à d'autres grilles que vous avez pu vivre, comme le MBTI, oui, en quoi cet outil-là est-il mieux ou autre chose Comment le situez-vous par rapport à d'autres grilles? Voilà. Alors, je ne pratique pas trop les autres grilles, donc je suis un petit peu gênée pour répondre à la question, mais ce que je trouve très pertinent dans l'énéagramme, c'est un outil qui permet d'apprendre à se connaître et d'être soi-même son propre observateur. Plus je développe cette qualité d'apprendre à me connaître, de désirer me connaître, plus j'ai des moments d'observation de moi-même où je me surprends vraiment en flagrant délit de fonctionner dans mon addiction, dans ma compulsion, sans déjà en avoir bien conscience. C'est venu progressivement pour moi, pour découvrir ma compulsion, parce que c'est jamais facile de le reconnaître. Donc, c'est pas grave si ça demande du temps. Et parmi les autres outils, je ne pratique pas, mais je trouve que vraiment l'énéagramme, moi, c'est dans celui que j'ai pratiqué, je trouve tellement très riche, et surtout l'autonomie qu'il apporte. Oui, enfin bon, je pense que l'énéagramme n'est pas qu'une typologie. Hein, c'est la grande différence avec d'autres typologies très, très pertinentes.
L'intérêt de l'énéagramme, c'est que, je dirais, ça ouvre des voies d'évolution, des voies de conversion, comme on peut dire. Je crois que c'est ça l'intérêt, je dirais, profond de l'énéagramme. C'est-à-dire que on n'est pas seulement à la recherche de son type, on est au cours d'une session ou au cours d'une recherche dans l'énéagramme, dans tout un chemin intérieur, où on est amené à prendre conscience de ses fragilités, de ses pauvretés, de ses limites, du manque qui constitue notre vie, et où on est appelé à entrer dans un chemin d'acceptation difficile de ses pauvretés et de ses limites. Donc c'est ça la grande différence, je pense. Donc c'est pas juste une grille, c'est Ben aussi voilà. un accélérateur de conscience. Oui, ça ouvre des voies d'évolution. Hein, c'est un cheminement intérieur qui se poursuit une fois qu'on a quitté, je pense, je dirais, la session elle-même. Voilà. Ça se prolonge. Oui, par rapport à d'autres outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou des choses comme ça, je ne saurais pas trop dire, parce que moi je n'ai pas trop accroché. Je suis thérapeute, donc je prendrais plus une comparaison avec, pour le situer par rapport à une psychanalyse ou une thérapie cognitive. Alors en sachant que ce n'est pas une thérapie, l'énéagramme, pas du tout. Mais je dirais, par exemple, quand on est au fond d'un trou, si on veut faire une approche psychanalytique, on se dit pourquoi est-ce que je suis tombé dans le trou. Si on fait une approche cognitiviste, on se dit je veux sortir du trou, comment puis-je sortir? Et je dirais qu'avec tout ça, l'énéagramme peut-être c'est une réflexion, une prévention, une anticipation pour ne pas tomber dans le trou. Oui, ou alors oui, pourquoi je suis tombé dans le trou et comment je vais en sortir. C'est les deux. Oui, ce sont les deux, mais je dirais que c'est quand même pas un outil, je dirais, thérapeutique à 100%. Tout dépend un peu comment on va utiliser l'outil. Voilà, c'est vrai quoi. Tout dépend comment on va utiliser l'outil. Je dirais, dans quelle perspective on va l'insérer cet outil. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci Eric pour avoir animé cette table ronde. Merci aussi aux 4 qui ont accepté de nous partager comment ils avaient découvert l'énéagramme et comment ça enrichissait leur pratique. Pour nous, arrive l'heure du repas. Enfin, pour nous, pour tous, arrive l'heure du repas. Je vais vous donner 12